le ministre des Enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des Enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la CAPDEL, la CERTIVI et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes habitué. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toute question ou réponse à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme. La solution du Cameroun contre le Covid-19 et au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des Enseignements secondaires. Bienvenue à notre précédente d'apprentissage, laquelle fait suite à la séance précédente qui portait sur la structure et le rôle de l'ADG des plantes afro-supérieures. Nous nous sommes séparés au terme de la séance précédente avec cet exercice qui porte sur un pied de maïs. Donc, le document illustre les deux types d'inflorescence. Vous avez l'inflorescence mâle ici, qui est le panicule, et vous avez l'inflorescence femelle, appelée épi, qui se trouve à l'excel des fleurs. Je profite déjà pour rappeler que les étamines produisent qui interagit avec le pistil qui possède le fruit dans le verre, et c'est cette interaction qui permet d'avoir le fruit et les graines. Nous savons que la graine est l'élément de dissémination de la plante. Bien, nous revenons sur notre exercice en corrigeant ce devoir. Alors, dans notre vécu quotidien, bon nombre d'entre vous connaissent le maïs. En sciences, l'espèce est appelée Zeamys. On dit, pour la question à choix multiple, que le panicule correspond à l'androcée. Pourquoi pas l'étamine? L'étamine fait partie de l'androcée. L'androcée est l'ensemble des étamines. Donc ça, c'est un groupe d'étamines qui correspond à l'androcée, raison pour laquelle on choisit la lettre C. Pour la deuxième question à choix multiple, chaque fleur de l'épi correspond petit a au pistil, B à l'étamine, C à l'androcée, D au périanthe. Déjà, on sait que le périanthe est essentiellement constitué par les éléments protecteurs. Donc, ce ne sont pas les pièces reproductives. Donc, on élimine le D. Chaque fleur de l'épi ici va correspondre au pistil. Donc, la lettre A est celle qu'il faut cocher. Au vu donc de la typologie des fleurs du maïs, vous voyez que le maïs a donc en réalité, globalement, des fleurs mâles ici, et là, des fleurs femelles. Vous avez donc des fleurs mâles et des fleurs femelles sur la même plante. Donc, on peut qualifier ces plantes de plantes monoïques. Nous avons vu que les plantes dioïques sont des plantes qui ont soit les fleurs mâles, soit les fleurs femelles. Concernant notre sous-thème qui porte sur les mécanismes fondamentaux de la reproduction sexuelle chez les mammifères et les spermaphites, nous allons nous intéresser, après la leçon qui portait sur la structure et le rôle des gonades chez les spermaphites, autrement dit des organes reproducteurs chez les spermaphites. Je profite pour insister ici que gonade c'est entre guillemets, plus utilisé chez les mammifères.
Nous allons donc attaquer la leçon du jour qui est le phénomène de méiose. Pour cette leçon, nous allons bien sûr présenter l'objectif, faire quelques rappels et entrer avec une situation laquelle va donc poser un problème scientifique qu'on va essayer de résoudre en étudiant la nécessité de la méiose, les phases de la méiose et l'évolution de la quantité d'ADN au cours de la méiose. Bien sûr, on va conclure en vérifiant nos hypothèses et en s'exerçant. Bien sûr, à la fin de cette leçon, chacun d'entre vous qui regarde cette vidéo sera capable de décrire le mécanisme de la méiose et bien sûr dégager son importance. Il est important de rappeler la notion de chromosome et vous avez dans la visuelle une cellule avec son noyau et le visuel montre bien que en réalité les chromosomes sont des structures qu'on peut localiser dans le noyau cellulaire. Un chromosome est constitué principalement du point de vue chimique de la molécule d'ADN attachée à des molécules de protéines appelées histones. Vous avez vu que les chromosomes apparaissent au cours de la division cellulaire et quand ils sont suffisamment condensés, ils se présentent comme indiqué là, ils sont constitués de 2 chromatides ou chromosomes fixes réunis au niveau du centromère. Bien. Et chaque segment d'un chromatide constitue ce qu'on appelle un télomère. Lorsqu'on déroule donc ce chromosome condensé, vous voyez bel et bien donc que c'est de l'ADN enroulé autour des histones. Très important avant d'entrer dans la notion de méiose. Alors, vous avez en rappel l'aspect des chromosomes. Un chromosome peut avoir un seul chromatide comme il peut avoir 2 chromatides. S'il a un chromatide, il sera qualifié de monochromatidien. S'il a 2 chromatides, il sera qualifié de chromosome bichromatidien. Le chromosome monochromatidien est aussi appelé chromosome simple, non fissuré ou non dupliqué, tandis que le chromosome à 2 chromatides bichromatidien est un chromosome fissuré ou dupliqué. Dupliqué, pourquoi? Parce que la molécule d'ADN, la quantité d'ADN dans ce chromosome a doublé. Très important. Aussi, il est important de connaître, de rappeler la notion de chromosome homologue. 2 chromosomes ici, par exemple, nous avons 2 chromosomes homologues. Chaque chromosome ici est dupliqué. Et vous voyez bien que les chromosomes homologues ont ce qu'on appelle des chromatides sœurs. Par exemple, un chromosome qui possède 2 chromatides, on va dire que ces chromatides sont des chromatides sœurs. Mais si on prend son homologue, les chromatides seront qualifiés de chromatides non sœurs. Et l'homologie tient du fait qu'ils sont identiques par la taille, la forme, et comme ils possèdent l'ADN, ils doivent posséder donc les mêmes gènes. Voilà. C'est-à-dire que ici, les gènes qu'on retrouve sur ce chromatide, on va retrouver aussi les mêmes gènes sur les chromatides non sœurs. Bien, voilà donc pour la notion de chromosome homologue. Bien sûr, on ne peut ne pas rappeler la notion de karyotype. Si on prend le cas de l'espèce humaine, le karyotype qui est cette représentation photographique des chromosomes qu'on a triés, classés, ça montre carrément que chez l'homme, il existe donc 46 chromosomes et répartis en 22 paires. La 23e paire étant la paire de chromosomes sexuels. Là, on a pris le cas d'un garçon. Parce que chez le garçon, la paire de chromosomes sexuels, c'est XY. Chez la femme, la paire de chromosomes est constituée par le chromosome qu'on nomme X. Et concernant le cycle cellulaire, lorsque on étudie le cycle cellulaire, si on prend le cas d'une cellule végétale, dans le cycle cellulaire, il y a la division cellulaire proprement dit qu'on appelle la mitose. Avant la mitose, on a une interface qui est la phase de préparation. Et à partir de l'apophase, les chromosomes vont s'individualiser, le noyau disparaît, le fuseau achromatique apparaît. À la métaphase,
les chromosomes sont alignés sur le plan équatorial, comme vous pouvez le voir. À l'anaphase, les chromatides de chaque chromosome se séparent et migrent vers les pôles, on parle d'ascension polaire. Et comme il s'agit d'une cellule végétale, la cellule végétale généralement ne se divise pas. Il y a un phleboblast qui se forme. Il va partager la cellule, partager le matériel génétique en deux. Et on aura donc globalement deux cellules filles. Et la division cellulaire qui se déroule au cours du cycle cellulaire ici est appelée mitose et permet donc le partage égalitaire de l'information génétique. Autrement dit, chaque cellule fille a la même quantité d'ADN que la cellule mère. Ceci est propre donc à la mitose. Et cela se matérialise par l'évolution de la quantité d'ADN. Donc, au cours de l'interface, vous avez la phase G1, où vous avez le chromosome. Ici, il y a un chromatide, la quantité d'ADN est égale à Q. À la phase S, il y a duplication de l'ADN. Vous voyez que le chromosome, ici, de façon schématique, est déjà bichromatidien. À la phase G2, la quantité d'ADN qui est passée à 2Q est égal à 2Q. Et vous voyez que au cours ici que cellulaire, l'interface est plus longue que la mitose. Pendant la mitose même, vous avez les phases de la mitose, prophase, métaphase, au cours de laquelle les chromosomes se condensent, s'individualisent, sont toujours bichromatidiens. Et à partir de l'anaphase, les chromosomes deviennent monochromatidiens. Et à la télophase, la quantité d'ADN diminue. On quitte de 2Q et on revient à Q. Autrement dit, on est quitté de Q de la cellule mère et on se trouve à Q dans la cellule fille. Ainsi, la mitose permet c'est une reproduction conforme qui permet la conservation de l'information génétique. Bien. Voilà donc pour nos rappels et nous pouvons donc essayer de comprendre ces situations vécues par deux élèves. Ce sont vos camarades de la classe de première. On suppose qu'ils tombent sur la page d'un livre de SVT-HB où ils découvrent le texte mentionné ci-dessus. On dit, les cellules issues de la division d'une cellule œuf par méthode successive ont 46 chromosomes. Cependant, les gamètes qui proviennent de la division des cellules germinales ont plutôt 23 chromosomes, c'est-à-dire la moitié. Forcément, des gens qui ont vu la mitose en classe de première, ils vont s'interroger. Et ces situations doivent donc poser un problème qui s'énonce scientifiquement comme suit. Par quel mécanisme de division cellulaire on obtient des gamètes qui possèdent la moitié du nombre de chromosomes? Autrement dit, ça se passe comment pour qu'une cellule qui a 46 chromosomes donne des cellules filles qui ont plutôt la moitié du nombre de chromosomes de la cellule mère, c'est-à-dire 23 chromosomes. Pour cela, on a donc une série d'hypothèses. Une division qui permet de partager le carotide des cellules mères en deux. Voilà une réponse. Une autre hypothèse, quelqu'un peut dire, il existe un mécanisme qui répartit les chromosomes de la cellule mère aux cellules filles de manière inégale. Un autre va dire qu'il existe un mécanisme qui conserve la moitié des chromosomes de la cellule mère dans les cellules filles. Et un autre de répondre à ses élèves en disant que bon, c'est possible parce qu'il existe un mécanisme qui divise la cellule mère en deux cellules filles. Voilà donc 4 propositions. Nous allons vérifier et pour cela, nous allons essayer de voir en quoi est-ce que la mitose est une nécessité. Pour cela, nous allons revenir sur les karyotypes qu'on a rappelés tout à l'heure et nous allons comparer le karyotype d'une cellule somatique humaine au karyotype d'un gamète humain. Je rappelle qu'une cellule somatique, c'est une cellule non sexuelle qui n'appartient pas à la lignée germinale. Voilà donc nos karyotypes. On demande de proposer une explication sur le passage du karyotype A au karyotype B. Comment se fait-il que on a un karyotype ici, vous voyez qu'on a 23 paires de chromosomes, mais si vous comptez ici, on aura en réalité 23 chromosomes. Le 23e chromosome, c'est le X. Comment on va expliquer cela? Quelle explication peut-on donner? Alors, en guise de réponse, on va dire que
le passage du karyotype d'une cellule somatique au karyotype d'un gamète est possible que si l'on admet que la cellule qui possède ces chromosomes, si on admet qu'il y avait une cellule A qui possède ces chromosomes et qui peut-être se divise, si cette cellule en réalité est impliquée peut-être dans la formation des gamètes, elle va se diviser de telle manière qu'il y aura réduction de la moitié du nombre de chromosomes. Nous ne pouvons pas aller plus loin comme explication à ce stade. Par ailleurs, nous pouvons donc introduire d'autres notions. La notion de cellules diploïdes et de cellules haploïdes. Alors, à travers ces karyotypes, laquelle des cellules sera peut-être qualifiée de diploïde? En guise de réponse, on peut donc considérer la cellule somatique comme une cellule diploïde. Tout simplement parce que le nombre de chromosomes qu'elle possède est un multiple de 2. Généralement, on écrit 2N. Et le gamète, qui est une cellule sexuelle, sera une cellule haploïde parce que le nombre de chromosomes qu'on observe sur le karyotype est la moitié du nombre de chromosomes observés dans la cellule diploïde. Alors, si on suppose que la méiose, à cette station, on suppose que c'est la méiose qui a permis donc de passer du stade diploïde au stade haploïde. On peut donc relever l'importance, étant donné que les gamètes là qu'on produit généralement doivent former un individu diploïde. Alors, en guise de réponse, comme les gamètes ont la moitié du nombre de chromosomes de la cellule mère, si on prend le cas de l'homme, on va donc voir que si deux gamètes à 23 chromosomes fusionnent, on aura une cellule à 46 chromosomes. Ça veut donc dire que la méiose est importante parce qu'elle permet de passer de l'état diploïde à l'état haploïde pour que la fécondation vienne rétablir cela. Et c'est ce qu'il faut retenir. Donc, le nombre de chromosomes des gamètes est la moitié des cellules diploïdes. Et la méiose permet donc de passer de l'état diploïde qu'on appelle la diploïdie à l'état haploïde qu'on appelle l'haploïdie. Intéressons-nous à ce fameux mécanisme qu'est la méiose. Et nous allons donc découvrir pour cette deuxième activité les phases de la méiose. Pour cela, nous allons donc mettre en évidence les divisions qui s'opèrent au cours de la méiose. Pour cela, nous avons deux étapes de la méiose qui ont été choisies et présentées sur cette figure. Vous observez attentivement la figure et nous allons la décrire ensemble. Alors, nous voyons que pour la figure A, nous avons ici l'ascension polaire de deux lots de chromosomes dans un même cytoplasme. Là, c'est l'observation microscopique et ici, c'est la représentation schématique, donc c'est la même chose. En B, on a plutôt l'ascension polaire de 4 lots de chromosomes, mais ici, c'est dans deux cytoplasmes différents. C'est mieux indiqué par le schéma. Ces observations suggèrent donc qu'en A, il existe une première division, alors qu'en B, on a l'ascension de 4 lots de chromosomes qui suggère qu'il existe une deuxième division, toujours dans la méiose. Ceci nous permet donc de retenir que la méiose est une division particulière qui n'affecte que les cellules productrices des gamètes, qu'on appelle cellules germinales. Et les cellules germinales, nous avons vu qu'elles se retrouvent dans les organes reproducteurs que sont les gonades, par exemple chez les mammifères. Nous verrons plus tard exactement où ces cellules se trouvent chez les spermaphiles. La méiose, donc,
se déroule en deux divisions, en deux étapes. Et nous allons donc identifier ces étapes-là et nous allons voir les principales modifications qui existent au cours de ces deux divisions. Que se passe-t-il au cours de la première? Que se passe-t-il au cours de la deuxième? Bien, voilà la division 1. Pour la division 1, nous avons la prophase 1. Et sur cette animation, vous allez voir que les chromosomes ont une façon de se comporter. Alors, lorsqu'on regarde bien cette animation, nous allons donc comprendre que au cours de la prophase 1 c'est pour la première division, que le centrosome se dédouble pour former les astères, qu'il y a individualisation des chromosomes, et ici on va supposer qu'on a affaire à celui qui a 4 chromosomes, celui diploïde. Et au cours de cette phase, les chromosomes, lorsqu'ils vont s'individualiser, vont s'apparier, comme vous voyez là, ils sont appariés, on parle d'appariement des chromosomes. Et il faut remarquer que les chromosomes appariés, comme je l'indique encore là, sont des chromosomes bichromatidiens et homologues. Ces chromosomes appariés forment ce qu'on appelle des bivalents ou tétrades de chromatide. Et on verra plus tard que cet appariement va favoriser un phénomène essentiel en génétique qu'on appelle généralement intercroisement ou par anglicisme crossing over. Voilà donc ce qui se passe au cours de la prophase 1 de la division 1. Regardez, à la métaphase 1, qui est la deuxième phase, les chromosomes apparaît vont se positionner dans le plan équatorial. Donc, les tétras ou les bivalents se regroupent dans le plan médian de la cellule. Après la métaphase 1, on a l'anaphase 1. Regardez l'ascension polaire. Le fuseau de division étant formé, bien sûr. Regardez l'ascension polaire. Si vous êtes attentif, vous allez constater que contrairement à la mitose, les chromosomes appariés se séparent et ce sont les chromosomes entiers qui migrent vers les pôles. Donc voilà la principale modification qu'on observe à l'anaphase. Donc il y a séparation des chromosomes homologues et ascension polaire, comme on a vu, de deux lots de chromosomes. Et ces chromosomes sont toujours bichromatidiens, comme vous pouvez regarder sur l'animation. Et nous avons la télophase 1, où la cellule mère se divise en deux cellules filles. Donc, voilà la télophase 1. Donc, il y a division cytoplasme cytodiérèse. Et la prophase 2 est une phase qui est généralement masquée. Donc, ceci dit, en réalité, après la télophase 1, on va passer à la division 2, dont la première phase la plus identifiable est la métaphase 2. Et il faut remarquer qu'après la télophase 1, les cellules filles produites ont seulement 2 chromosomes. Rappelez-vous que la cellule mère avait 4 chromosomes. Cette fois, les cellules filles ont 2 chromosomes. Donc, elles sont appuyées. Et les chromosomes sont bichromatidiens. La division 2, comme je disais tout à l'heure, commence avec la métaphase 2. Et vous allez observer que juste après la télophase 1, vous avez les chromosomes appariés, les chromosomes alignés, autant pour moi, sur le plan équatorial, les 2 chromosomes. Alors, on revoit cela une dernière fois. Voilà, dans la métaphase 2, ils sont bichromatidiens. Maintenant, regardez l'anaphase 2. À l'anaphase 2, les chromosomes qui étaient dans le plan équatorial, pour les 2 cellules filles, vous allez voir qu'ils sont leurs chromatides cette fois qui se séparent pour migrer vers les pôles. Donc, si on considère les 2 cellules filles, vous voyez donc qu'il y a ascension polaire de 4 lots de chromatides. Et cette fois maintenant, les chromatides les chromosomes cette fois, sont monochromatidiens. Et après l'anaphase 2, chaque cellule fille se divise à la télophase 2 et on va se retrouver pour chaque cellule fille pour chaque cellule avec 2 cellules filles en plus. Et de façon globale, on aura donc, à partir de la cellule mère qui a 2 n égale à 4 chromosomes, 4 cellules filles, chacune ayant 2 chromosomes. Les chromosomes étant monochromatidiens.
Voilà donc les principales phases de la méiose. Donc, ce tableau fait le bilan du phénomène où on lit qu'on part d'une cellule mère diploïde qui a 2 N chromosomes à 2 chromatides. Après la division 1, on obtient 2 cellules filles, chacune ayant plutôt N chromosomes, c'est-à-dire la moitié, mais toujours à 2 chromatides, donc bichromatidienne. Cette division sera appelée division réductionnelle. Ensuite vient la division 2, où chaque cellule fille à N chromosomes se divise pour donner 2 cellules filles, chacune ayant pour N chromosomes. Et ces chromosomes sont cette fois à un seul chromatide, c'est-à-dire monochromatidien. Et vous voyez donc que pour la deuxième division, il y a une conservation du nombre de chromosomes. On est passé de N à N. C'est-à-dire on dit que la mitose ici, la division ici est assimilable à une mitose. On va parler de division équationnelle. Sur ce, on peut donc définir la méiose comme une suite de 2 divisions successives permettant à partir d'une cellule mère diploïde d'obtenir 4 cellules filles haploïdes. La division 1 étant donc dite réductionnelle, parce qu'on passe de 2N à N, et elle sera aussi dite hétérotypique. C'est une nouvelle information. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les chromosomes homologues qui se séparent à l'anaphase sont génétiquement différents. Ces chromosomes apparaissent, il y a généralement un chromosome qui est d'origine paternelle et l'autre qui est d'origine maternelle. Et ces chromosomes se séparent. On parle de division hétérotypique. Donc la division 1 est hétérotypique. La division 2 est équationnelle parce qu'on passe de N à N et elle est dite homéotypique ou homotypique parce que cette fois ce sont les chromatides sœurs qui se séparent. Et on va donc voir comment la quantité d'ADN évolue au cours de la méiose. Pour cela, on va interpréter. Nous avons vu tout à l'heure comment est-ce qu'on interprète la quantité, la variation de la quantité d'ADN au cours de la mitose. Et on a interprété en disant que la mitose se fait avec une conservation de la quantité d'ADN parce qu'on a vu après qu'on part de Q à Q. Est-ce que c'est le cas pour la méiose? Vous voyez donc que pour la méiose, si on considère ce graphe, en analysant, on va donc constater que pour la phase G1 de l'interface, la quantité d'ADN est égale à Q et les chromosomes ici sont, la cellule a 2, en fait, on a la cellule diploïde, on a 2 N chromosomes, mais qui sont monochromatidiens. À la phase S, il y aura duplication. Donc, les chromosomes deviennent bichromatidiens et ça fait donc que si on considère les 2 chromosomes dans ce schéma, on aura donc toujours 2 N chromosomes, c'est-à-dire la cellule diploïde, mais comme les chromosomes sont dupliqués, parce qu'il y a duplication de l'ADN, on va compter donc 4 chromatides et on sera passé de Q à 2Q. Nous sommes toujours à l'interface. Maintenant, et c'est la même chose qu'on va observer pour la prophase 1, c'est-à-dire P1. On va observer la même chose à la métaphase 1, par exemple. On est toujours à 2Q et les chromosomes sont toujours bichromatidiens. À l'anaphase, à partir de l'anaphase 1, comme il y a une séparation des chromosomes homologues, jusqu'à la télophase 1, la cellule s'est divisée, c'est-à-dire qu'on obtient des cellules haploïdes. Donc, on va passer de 2Q à Q, donc on aura la N chromosome cette fois, mais qui est toujours bichromatidien. Et là, nous sommes dans la deuxième division, telle qu'à partir de l'anaphase 2, les chromatides se séparent. On a toujours N chromosomes, et cette fois, le chromosome est monochromatidien. Et après la télophase 2, c'est-à-dire T2 ici, vous voyez, à ce niveau, on va passer donc de Q à Q sur 2. Vous constatez donc que pour une quantité initiale Q d'ADN, au terme de la méiose, cette quantité Q a été réduite de moitié. Donc, on quitte de Q à Q sur 2. Donc, on rappelle, on retient encore une fois de plus que la méthode réductionnelle comporte donc les 4 phases. Prophase 1, métaphase 1, anaphase 1, télophase 1. Elle permet de passer d'une cellule diploïde à 2 cellules haploïdes.
La mitose équationnelle qui comporte théoriquement la prophase 2, la métaphase 2, l'anaphase 2 et la métaphase 2 permet de passer des cellules haploïdes, c'est-à-dire on a 2 cellules haploïdes, chacun va se diviser et on va obtenir 4 cellules haploïdes. Alors, vous avez donc compris ce que c'est que la méiose et cela peut nous permettre donc de comprendre le problème des élèves de première D qui ont lu ce document. Alors, ils n'ont pas compris comment certaines cellules font la mitose et donc les cellules qui ont le même nombre de chromosomes, mais quand il s'agit de produire des gamètes, on se trouve avec des gamètes qui ont la moitié du nombre de chromosomes. Alors, validons donc ou rejetons les hypothèses. On dit qu'il y a une division qui permet de partager le karyotype des cellules mères en deux. On rejette cela tout simplement parce que le karyotype, ce n'est pas un seul. Le karyotype n'est qu'une représentation. On rejette aussi l'hypothèse selon laquelle un mécanisme répartit les chromosomes de la cellule mère aux cellules filles de manière inégale. En général, ce n'est pas le cas. Les chromosomes dans les cellules filles, la quantité de chromosomes dans les cellules filles est généralement la même. Donc, on ne peut pas valider cette hypothèse. On a dit qu'il existe un mécanisme qui conserve la moitié des chromosomes dans la cellule mère et dans les cellules filles. C'est ce qu'on vient de voir, c'est ce que la méiose permet, donc on fait une hypothèse. Un mécanisme qui divise la cellule mère en deux. Bon, là, l'hypothèse est rejetée. Et si cela est compris, appliquons-nous. Nous avons donc ce petit document qui résume bien entendu les deux phases de la méiose. On a A et B. S'il faut identifier les deux divisions, on va voir que A, c'est la division réditionnelle puisque ouais, qu'on part de 2N pour une cellule mère à 1N pour les deux cellules filles sont haploïdes. B, c'est la division équationnelle parce qu'on part de N et on obtient N. Mais cette fois, on a 4 cellules. Et si on demandait de donner deux synonymes de deux types de division, on a vu que la mitose réditionnelle est une division hétérotypique. Par contre, la division équationnelle, qui est une mitose, est une division homéotypique. Et s'il fallait donc expliquer succinctement ces deux divisions, on va donc tout simplement dire que au cours de la division réditionnelle, il y a séparation des chromosomes homologues bichromatidiens à la naphase. C'est une différence fondamentale. Tandis que pour la division équationnelle, à la naphase, il y a séparation des chromatides. Donc, voilà pour notre exercice d'application. Et cela nous permet de définir donc la méiose comme étant une suite de deux divisions, à savoir une division réditionnelle et une division équationnelle. Et nous avons donc ce petit devoir pour s'exercer. On a une cellule extraite de la fleur de lys qui est diploïde. On considère 2N égale à 24 chromosomes. Le document est donné, ce sont des cellules au microscope. On demande d'identifier la division en cours, reconnaître chacune des étapes représentées, ranger les étapes dans l'ordre chronologique normal. Bien, voilà donc l'essentiel pour notre séance sur la méiose et je vous retrouve pour la suite avec la notion de gamétogénèse, notamment chez les mammifères.